Le gros problème de ce domaine-là, c'est que l'immobilier, sur les grosses affaires ou les affaires assez intéressantes, il y a toujours plein de monde qui met son nez dedans, quoi. Si tu sais pas faire la part des choses, tu vois, et trouver des associés, et puis accepter que tu gardes pas tout pour toi, mais que tu as des autres personnes avec qui tu partages ce que tu fais, mais vous allez faire beaucoup plus ensemble. Tous les êtres humains, tous les Suisses qui sont nés en Suisse, on a gagné au loto de la vie, très clairement. Je pense qu'on n'a pas du tout assez de gratitude ou de reconnaissance pour ça. Quiconque crache sur la Suisse, vraiment, doit se remettre en question, absolument. Tu peux pas faire une activité que tu répètes tous les jours en étant mauvais pendant des dizaines d'années. Au bout d'un moment, tu deviens forcément bon. Ou alors, ça remonte que tu as un problème. Tu peux pas cuisiner le même plat tous les jours de ta vie et au bout de 10 ans, il est toujours mal fait. Sauf si t'aimes pas ce que tu fais, quoi. Sauf si t'as un vrai problème. Ouais. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Comment tu vas, Edouard ? Très bien, et toi, Nuno ? Ça va super. Écoute, on peut démarrer directement ce podcast avec une petite question que j'ai à te poser. Aujourd'hui, on te connaît, on sait que tu es dans l'immobilier en Suisse. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as voulu te lancer dans l'immobilier depuis maintenant déjà quelques années ? C'est un hasard complet. Moi, j'étais dans le domaine de l'électricité à la base. Je faisais l'école d'ingénieur à Yverdon. C'est l'école orange dégueulasse, là, Chezeaux, ça s'appelle. Yverdon-les-Bains. Yverdon qui est une ville compliquée quand même. C'est pas le meilleur endroit où j'ai vécu, disons, dans mon existence. Donc j'étais à l'école là-bas et puis entre la première et la deuxième année en génie électrique, j'aimais beaucoup l'école, mais j'étais pas convaincu par le métier après. C'est vraiment bosser pour Alpiq dans une usine, c'était pas vraiment ce qui m'excitait. Et puis l'ingénierie électrique, c'était intéressant en théorie, mais enfin voilà, j'étais pas convaincu. Et puis après, du coup, j'ai cherché un peu un échappatoire entre la première et la deuxième. Et puis pendant l'été, entre la première et la deuxième, j'ai pu faire un stage dans l'immobilier, en courtage, en résidence secondaire en Valais. Et puis là, c'était un coup de cœur. Coup de cœur immédiat, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais toujours pas pourquoi. Mais en 24 heures, je savais que je devais faire ça. Et après, voilà. Après, c'est parti en couille. Ok, donc au final, c'était probablement déjà en toi, mais tu l'avais jamais découvert. Donc c'est à travers ce stage que tu as... Possible, ouais. Possible, ouais. Oui, c'est clairement à travers ce stage. J'avais jamais mis les pieds, j'avais jamais touché à l'immobilier avant. Donc clairement, c'est en faisant cette expérience-là que après je me suis découvert une passion, quoi. Une vraie passion pour le coup. Ouais. C'est fou parce qu'aujourd'hui, tu vois, je pense que tout le monde a une passion à la base et tout le monde peut en vivre. Comme toi, à l'immobilier, tu as découvert cette passion. Et qu'est-ce qui a fait que, à travers une passion, tu as pu en faire ton métier ? Aujourd'hui, tu as une VED. Et comment est-ce que tu as fait pour passer d'une simple passion à un réel business ? Ouais. Bon, je pense qu'il y a des passions qui sont plus rentables que d'autres. Ouais. C'est plus facile d'être passionné par l'immobilier que d'être passionné par le violon. Je fais du violon aussi, tu vois, mais c'est moins facile, disons, à en faire un métier, je pense. Après, plus concurrentiel quand même l'immobilier, mais très clairement, c'était... je dirais il faut passer par des étapes qui sont pas tout le temps réjouissantes. Et moi, j'ai vraiment commencé par le courtage par hasard. Métier que j'ai trouvé hyper intéressant, super sympa. Donc le courtage, c'est l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. C'est celui qui trouve l'acheteur pour le vendeur ou qui trouve le vendeur pour l'acheteur, c'est égal. Et puis donc c'est parti de là. Et puis j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'en avais marre au bout d'un moment. Le gros problème de ce domaine-là, c'est que l'immobilier, en particulier le courtage, ça attire un peu tout et n'importe quoi, surtout les personnes les plus cupides du pays, parce que c'est un métier dans lequel effectivement, si tu as de la chance, tu peux très bien être rémunéré pour peu de travail, comme si tu as un peu moins de chance, tu peux par contre ne jamais être rémunéré. Et, parce que c'est du pur résultat. Donc, tu as beaucoup de personnes qui sont prêtes, et souvent le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Et sur les grosses affaires ou les affaires assez intéressantes, il y a toujours plein de monde qui met son nez dedans, quoi. Même quand ils ne sont pas censés, mais toujours tout le monde met son nez dedans. Et donc moi j'en ai eu marre de me battre avec des équipes de ménage, des concierges, des jardiniers, paysagistes, des artisans. J'en ai vraiment eu marre de me battre avec eux ou des assureurs pour partager des commissions. Avec des mecs qui connaissent rien à l'immobilier mais qui ont un carnet d'adresses, tu vois, oui, qui ont contact avec des propriétaires assez régulièrement, tu vois, le jardinier, c'est un très bon exemple. Il a contact avec le propriétaire et du coup, il essaie de choper des coms à gauche, à droite, mais ils comprennent rien. Ils connaissent rien à l'immobilier. C'est pas leur métier, c'est normal. Mais du coup, ils trouvent normal, et je sais pas pourquoi, de prendre 50% de la rémunération du courtier juste parce qu'ils t'ont donné un nom. Alors que le courtier ferait jamais ça en donnant le nom du jardinier pour faire le travail. Donc, mais je sais pas, c'est un métier qui vraiment a attiré beaucoup de merde comme ça au fil du temps et qui n'est pas du tout régulé. Donc le problème, c'est que du coup, c'est une jungle.
très clairement. Et moi, j'en avais marre de ça. Et c'est pour ça qu'après, j'ai changé d'orientation, hein. Je suis resté dans l'immobilier parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce métier, je l'ai trouvé aussi extraordinaire. Malheureusement, mal perçu des gens à cause de ça, justement. Ouais. À cause des gens qui le pratiquent, qui sont peu professionnels. Et puis voilà. Et puis maintenant, je suis parti dans l'expertise immobilière. Sujet complètement différent, mais ça reste immobilier. L'analyse d'opérations immobilières. Et puis voilà. C'est comme ça que j'en ai fait mon business. Ok, intéressant. Et puis, tu es passé donc de courtier directement à où tu en es maintenant? Ouais, alors, j'ai fait un brevet fédéral entre deux. Ouais. Ok. C'était le brevet fédéral d'expert en estimation immobilière. Donc, c'est, en fait, si tu veux, depuis le début, je pense 2017, moi, j'étais tombé sur des vidéos YouTube de la toute première, c'était Théophile Hélier, je me rappelle très bien, que tu dois connaître très certainement. Bien sûr. Et puis, je m'étais dit, putain, c'est incroyable ce qu'il fait, ce mec, quoi. Et je suis tombé sur une vidéo de lui. Et après, j'ai approfondi le truc, j'ai regardé plein de vidéos qu'il avait faites. Et un style quand même assez show-off, hein. On va pas se mentir. En tout cas, avant. Maintenant, plus du tout. Mais avant, c'était très moi, ma villa. Là, c'était d'ailleurs au début, hein, il avait où sa villa déjà? À Malte, non? Malte, peut-être, ouais. Malte ou. Il me semble, ouais. Il me semble que c'était à Malte, ouais. Et ses vidéos devant sa piscine, devant sa villa. Puis je me disais, putain, c'est très show-off, mais par contre, ça a l'air d'être fou ce qu'il a derrière, quoi. Ouais. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à creuser. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'ils ont tous une communauté, ces gens. Ils travaillent tous avec une communauté autour d'eux. Et puis c'est comme ça qu'ils font leur business. Mais moi, je me suis dit, à partir de là, 2017, donc c'était bien avant que je commence l'immobilier, hein, j'étais à l'école d'ingénieur même. Et je me suis dit, à un moment donné, un jour, il faut que je trouve vraiment un sujet qui m'excite profondément, sur lequel je peux me dire, quand je vais faire cette activité jusqu'à ma retraite, jusqu'à ma mort, j'ai aucun problème, ça vaut la peine. Si ça vaut la peine de le faire un jour, ça vaut la peine de le faire toujours. Et puis, j'avais pas trouvé encore le sujet, tu vois. Ouais. Et quand je suis tombé dans l'immobilier, j'ai trouvé le sujet. Et j'étais convaincu de ça. Mais avant de commencer à publier sur les réseaux sociaux et de me montrer, je me suis dit, il me faut de la crédibilité. Parce que c'est un domaine très vieux, hein. L'immobilier suisse, c'est très, très... c'est très fermé d'esprit, quand même, très conservateur. Et c'est vraiment l'idée par l'ancienne génération. C'est vraiment la génération de tes parents, voire grands-parents même, hein, qui maîtrisent tout le secteur. Ouais. Et du coup, tu vas avoir un jeune qui débarque comme ça, qui est très visible. Je me suis dit, il faut que je sois crédible, sinon je vais me faire détruire. Donc j'ai fait le brevet fédéral d'expert en estimation immobilière, qui est un brevet fédéral assez aimé quand même, assez apprécié, assez valorisé dans le métier, dans le domaine, dans l'industrie. Et puis quand je l'ai terminé, j'ai commencé à publier. Ouais. Okay. Donc tu vois, le 1er juin 2022, j'ai eu les résultats, j'ai réussi. Le 1er juillet 2022, je postais 3 vidéos par jour. Ok, ouais. Donc voilà. Après, j'ai pu arrêter. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es devenu, que tu es passé de quelqu'un qui savait pas trop ce qu'il allait faire à quelqu'un qui était convaincu que l'immobilier c'était ton métier, quoi. Comment tu peux décrire cette conviction? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui pensent je sais pas trop dans quoi me lancer, ils trouvent pas leur voie. Et selon toi, c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que je suis convaincu que ça c'est le domaine qui m'appartient? Moi, c'est un coup de bol, hein. Honnêtement, c'est un coup de bol. Ouais. Franchement, je sais pas comment expliquer. Je suis pas du tout. D'ailleurs, mes parents sont pas du tout dans l'immobilier, hein. Mon frère non plus. J'ai un grand frère pas du tout dans l'immobilier. Donc non, c'est un coup de bol. Je pense que et je sais pas pourquoi. Vraiment, comme je disais avant, hein, je suis tombé là-dedans, mais je sais pas pourquoi ça m'a autant intéressé que ça. Tu le sentais? Après, après 24 heures, j'étais convaincu. Je dis, mais je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai été très, très, très chanceux. Et à partir de là, je me suis dit, je fais ça jusqu'à ma mort. Et surtout, je pense que tu peux pas faire une activité que tu répètes tous les jours pendant des dizaines d'années en étant mauvais pendant des dizaines d'années. Tu vois. Au bout d'un moment, tu deviens forcément bon. Ou alors c'est vraiment que tu as un problème. Tu vois. Tu peux pas faire la même chose. Tu peux pas cuisiner le même plat pendant tous les jours de ta vie pendant 10 ans et au bout de 10 ans, il est toujours mal fait. Tu vois. C'est pas possible. Sauf si t'aimes pas ce que tu fais, quoi. Sauf si t'as un vrai problème. Ouais. Alors, soit ce que tu fais, soit qui tu es. mais voilà. Et du coup, je me suis dit, l'immobilier, je vais en faire ça. Tu vois. Même si, je sais pas, même si c'est pas ma vocation au final, il s'est avéré que j'étais assez fait pour ça. Mais même si c'est pas mon domaine de prédilection, je vais forcer jusqu'à ce que ça le soit. Tu vois. Et donc à partir de là, j'ai fait mais par contre j'ai mis tout mon temps là-dedans, hein. C'est clair que et aujourd'hui on me demande toujours d'ailleurs pourquoi ou comment est-ce que je fais tout ce que je fais.
Mais alors, je fais pas beaucoup de choses en soi. Hein. Je fais vraiment que Inved. Hein. C'est mon focus 100%. Je fais que ça. Et des investissements immobiliers, mais c'est que l'immobilier. Ouais. Donc oui, je fais plusieurs choses dans l'immobilier, mais c'est que l'immobilier. Enfin, je fais des investissements immobiliers et Inved, quoi. Donc c'est tout. Mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, mais par contre, je dédie ma vie à ça. Ouais. Donc ça veut dire 7-7, je fais que ça tout le temps. J'ai une question assez compliquée pour toi. Oui. Tu dédies combien de ton temps par journée plus ou moins? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on n'a pas tous les mêmes notions du temps. Pour certaines personnes, travailler 8 heures, c'est déjà énorme parce que peut-être elles n'aiment pas leur métier. Est-ce que toi, tu sais combien d'heures tu travailles par jour en moyenne? Franchement, je sais pas. Mais tout le temps, en fait. Tout le temps. Mon quotidien, il sort jamais de mon activité, ou très très rarement. Tout ce que je fais, c'est un peu lié à ça. Même tu vois, même les rencontres que je fais, c'est toujours un peu lié aux réseaux sociaux et donc à l'immobilier, donc au business. Si on est là aujourd'hui, c'est à cause de ça ou grâce à ça. Hein. Donc voilà, c'est toujours lié à ça. Donc clairement, tu vois, je me lève le matin, je vais au bureau et je bosse jusqu'à ce que j'en peux plus, tu vois. Après, je rentre. Donc c'est souvent 22, 23, minuit. Mais ouais, donc en fait, je fais que ça, quoi. Donc dur à dire combien de temps je passe. Ça, je sais pas à calculer précisément. Tu peux pas trop y répondre. Je pourrais faire le calcul, ouais. Mais ça doit être les journées les plus courtes. Ouais, je pense que c'est une dizaine d'heures, ouais. Et les journées plus longues, ça doit être, je sais pas. Je dors 7 heures par nuit. Il me faut en été, je dois dormir 7 heures par nuit, en hiver 7h30. Non, je sens que tu vois, la limite. Sinon je sens que je viens fébrile, tu vois. J'ai besoin d'énergie supplémentaire. Donc là, je dors 7 heures par nuit, c'est en été au moment où on enregistre cet épisode. Et donc je pense qu'il doit y avoir 1 heure ou 2 où je suis pas dedans. Alors ouais, sinon je fais que ça. Donc voilà. Donc ça fait 17, 14, 15, tu vois. Ouais. Pour travailler 15 heures par jour, autrement dit, hein, parce qu'au final, tu comptes pas vraiment, hein, mais tout ce que tu fais, comme tu as dit, c'est dédié à l'immobilier, c'est dédié à ta passion. Il faut vraiment aimer ce que tu fais. Et est-ce que tu confirmes qu'aujourd'hui, si on veut atteindre un certain stade, je pense que tu as des objectifs qui sont assez hauts, pour atteindre ces objectifs-là, tu es obligé d'aimer ce que tu fais. Parce que sinon, tu comptes tes heures et tu n'arrives pas, en fait. Tu te dis, ok, 8 heures, 9 heures, c'est bon, j'en peux plus, tu vois. Alors, on n'arriverait pas à travailler 15 heures sur un domaine ou sur une niche qui plaît pas, tu vois. Clairement. Je pourrais jamais faire ce que je fais si j'aimais pas ce que je fais, mais je fais pas ce que j'aime. Tu vois, je sais pas si c'est clair. Donc ça veut dire et ça c'est quand tu crées un business en général. Hein. Je pense que j'ai pas de légitimité pour expliquer comment on lance un business ou comment on le crée. Mais par contre, je pense que, et ça je me suis vraiment rendu compte par la pratique, mais tu fais pas un business pour faire ce que t'aimes vraiment. Hein. Quand tu lances ton business, tu fais des trucs que tu veux pas faire. Hein. Que t'aimes pas. Tout le temps. Hein. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de choses que je fais que j'ai pas envie de faire. Donc là, c'est devenu, au début, c'est moi qui faisais le montage de mes vidéos. Pour te donner un exemple très, très concret, je montais moi 3 vidéos par jour que je publiais moi. Donc j'étais CM, monteur vidéo et je faisais de l'immobilier. Mais en soi, je sais pas faire du CM, je sais pas faire du montage vidéo. C'est pas moi, je suis pas monteur. Donc et je détestais ça en l'occurrence. Et déjà c'était nul, c'était mal fait et je détestais ça. Mais je l'ai fait parce que je pensais que ça valait la peine. Donc, il fallait le faire. Donc tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce qu'il faut faire. Tu vois. Et puis au bout d'un moment, plus le temps passe et plus on peut déléguer ces tâches qu'on aime moins faire ou ces tâches qu'on n'a pas je pense que ma plus-value elle est pas dans le montage des vidéos, tu vois, dans mon activité. Donc j'ai délégué ça dès que possible et puis au fur et à mesure on délègue petit à petit. Puis là maintenant on est 8 et ça commence à faire du sens. Tu vois. Ce que je fais c'est vraiment ça commence à être de plus en plus focalisé vraiment sur là où j'ai ma zone de génie, si tu veux, là où j'apporte le plus possible à la communauté, tu vois, ou au business lui-même. Bien sûr. Voilà. Au final, tu as juste pensé à ton objectif qui était d'être là où tu en es aujourd'hui, voilà, de pouvoir être focus, comme tu dis, sur ta plus-value, sur ta zone de génie, j'aime bien appeler ça comme ça. Et puis au départ, tu faisais ce qu'il fallait faire et pas forcément ce que tu aimais. Donc faire ce que tu dois faire en lien avec ce que tu aimes pour plus tard être dans la position que tu aimes. Ouais, très clairement, ouais. Ok. Très clairement. C'est cool. Et puis aujourd'hui, si tu pouvais donner, parce que bon, toi, c'est clair que tu dis que tu as eu un peu de bol, mais si tu pouvais donner un conseil à une personne aujourd'hui pour trouver sa passion, tu donnerais quoi comme conseil? Il faut tester des trucs. Hein. Moi, j'ai testé plein de trucs. Hein. J'ai même testé le dropshipping. Okay. D'ailleurs, j'ai mon bras droit chez Inved qui fait que de se foutre de ma gueule avec ça parce que j'ai fait une vente un jour d'un produit.
Enfin, 2 ventes, mais une fois c'était mon frère, donc ça compte pas trop. Je lui ai dit d'acheter pour tester. Donc je peux pas vraiment compter ça comme une vente. J'ai fait une vente, j'ai arrêté. C'est un truc que je trouve insupportable. J'ai essayé de faire un peu du trading, de trouver des solutions, tu vois. Mais je pense un peu comme tout le monde. Hein. J'ai essayé de faire plein de choses différentes. Je voulais à la base, tu vois, quand j'étais à l'école d'ingénieur en ingénierie électrique, background électrique, je me disais, je pense que j'ai toujours été très intéressé par le design des lampes. Va savoir pourquoi, je sais pas. Mais j'ai toujours trouvé que ça apportait beaucoup à un immeuble, à un bâtiment. Et donc je voulais créer un. Tu vois, je faisais l'école d'ingénieur en emploi. Donc j'avais 3 jours Enfin, 3 jours je bossais, 3 jours je vais les cours, mais il y avait les cours de soir, les cours le week-end, enfin bref. Et puis je voulais trouver justement dans ces 3 jours où je bossais un petit local où j'achetais des lampes super stylées, parce que dans les magasins de lampes, si tu vas en Suisse, t'as vraiment que des trucs un peu standards, assez moches. Donc je me suis dit, je fais un magasin de lampes, mais je fais que importer des lampes qui sont très particulières un peu de partout, qui sont super stylées, et puis je vais les poser, tu vois. C'est un truc que je peux maîtriser, quoi. Je peux faire. Et je voulais faire ça absolument. Et puis tu vois, c'est pour te dire, j'ai eu des idées, mais alors des idées, j'en ai eu dans tous les sens. Et j'ai essayé plein de trucs, et puis au bout d'un moment, c'est pour ça que je dis, quand je dis j'ai eu de la chance, et puis l'immobilier c'était évident parce que derrière j'avais essayé plein de trucs derrière, tu vois, avant. Je pense pas que si j'avais commencé par l'immobilier ou par hasard, ou si j'étais tombé dedans quand je suis né, peut-être ça aurait pas été comme ça, tu vois, ça j'en sais rien. Donc effectivement, pour trouver je pense sa passion ou son domaine de prédilection, il faut tester des trucs, quoi, sinon tu peux pas le savoir. Donc au final, tu as fait preuve d'ouverture d'esprit, et puis tu as trouvé ce domaine de l'immobilier. Ouais, très clairement. Après, je pense que j'ai un avantage quand même dans le business maintenant, parce que c'est vrai que je dis, je fais que travailler, ou je fais que mon activité. C'est parce que c'est ça qui me passionne vraiment. Donc j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Tu vois. Même quand je fais des trucs que j'aime le moins, tu vois, je sais que ça en vaut la peine. Donc j'ai pas vraiment l'impression de... C'est pas un effort ou vraiment... Et littéralement, et ça c'est vrai, il m'arrive des fois d'avoir de la peine à m'endormir parce que je suis trop excité d'aller bosser le lendemain. Je te jure, ça m'arrive. J'ai même fait un post LinkedIn comme ça. Je me suis fait allumer d'ailleurs par un gars en commentaire qui m'a dit, ouais, moi, toi, t'es un beau joueur de violon, ou je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais bref, parce que j'avais fait un post comme ça, mais c'est une réalité, franchement. Et je pense que tout le monde peut pas le comprendre, mais vraiment, tu sais, c'est comme quand t'es enfant, et puis je sais pas si t'as fait du foot. Moi, j'ai fait du foot, on a tous fait quand t'es petit. Voilà, t'as tous fait. On a tous fait ça. Et tu sais, à l'école, t'as des tournois de foot avec tout le monde, tu sais, souvent dans des classes où je sais pas comment c'est à Fribourg, mais en Valais, en tout cas, il y a ça, quoi. Et puis, t'as des tournois interscolaires de plusieurs écoles dans la région. Et la veille, tous mes potes, moi, enfin, on est tous la même chose. On pouvait pas dormir parce qu'on était trop impatients d'être le lendemain. Tu vois, c'est une journée, t'es à l'école, mais tu fais que jouer au foot toute la journée. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis t'as plein de petits matchs comme ça, donc c'est génial. Et moi, vraiment, des fois, maintenant, je me sens comme ça. Tu vois, c'est comme quand t'es enfant et t'es trop impatient, excité par le lendemain. Est-ce que t'arrives pas à dormir la veille, tu vois, comme quand t'as un tournoi de foot, quoi. Et c'est la réalité. Donc voilà. Et puis mon avantage, hein, je disais, je pense que dans la situation actuelle, et c'est pour ça que j'en profite, c'est pour ça que je fais que travailler. C'est parce que j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, tu vois, j'ai pas de famille à charge, j'ai pas de charge. Donc je prends tout mon temps, j'investis toute mon énergie, je l'investis dans ce que je fais maintenant. Et je me dis, j'ai encore... tu vois, j'ai 25 ans, je me dis j'ai encore 3-4 ans comme ça, dans cette direction où je peux me permettre de faire que ça. Voilà. Ouais, bien sûr. Ça me dérange pas. On sort un petit peu du contexte, mais toi, par rapport à... Tu parles de femmes et enfants, etc., tu te vois comment d'ici 5 ans? Ah ouais, moi j'ai une famille, ouais. Okay. Je me vois bien avec... j'ai une vision très cucu de la vie, hein. C'est très américanisé. Donc ouais, je veux me marier, tu vois, faire des enfants en 30 et 35 pour pas être un vieux papa, tu vois, qui peut pas jouer au foot avec ses enfants. Donc je veux faire des enfants en 30-35, 2, si possible, ou 3, tu vois, un petit garçon, une petite fille, et voilà. Voilà, ok, donc vie de après, famille. Voilà. Donc je me dis, j'ai 25 ans jusqu'à 30, alors après, tu vois, faut planifier, alors il y a tout qui se planifie pas dans la vie, hein, mais il faut se préparer un peu. Donc je pense que j'ai encore 3-4 ans maintenant vraiment pour faire ce que je fais à 1000%. Et puis après justement, il faut que j'intègre un peu, tu vois, ces objectifs, plus de vie privée familiaux à long terme dans mon activité du quotidien, qui aujourd'hui n'est clairement pas intégrée, quoi. Ouais, tu te vois en Suisse d'ici 5 ans? Ouais, moi je vais mourir en Suisse, clairement. Ouais. Je vais mourir, je pense, j'aimerais bien
Ma retraite, je veux la faire en montagne, en Valais. Un chalet que j'achète et je rénove entièrement. Ou alors un appartement, mais c'est un attic, c'est un appart. Et puis, je me vois je me dirais, tu vois, je me verrais bien à Nanda. Je pourrais bien faire ça à Nanda. Nanda, c'est ma commune d'origine, c'est là où j'ai grandi et tout. Donc, je pourrais boucler la boucle comme ça. Ouais. J'achète un chalet là-haut, je rénove entièrement. Sur une piste peut-être, tu vois. Ouais, exactement, je reviens à la source, Et puis voilà, je sais plus ou moins comment je veux rénover le chalet là. J'ai une très bonne vision de comment je veux le faire. Ou alors, je me dis l'autre endroit, ça pourrait être à Zermatt. Zermatt, c'est plutôt parce que c'est tellement difficile d'accès que personne peut te faire chier. Tu as personne qui vient te faire chier. Donc tu peux pas avoir de rendez-vous à Zermatt, c'est trop compliqué. Tu peux faire des visios, mais personne peut venir. Donc je me dis Zermatt, c'est peut-être, ou alors ce serait peut-être avant. Tu vois, ce serait pas à ma retraite, peut-être avant, pré-retraite, j'en sais rien. À voir. Je suis pas trop pressé pour ça, mais j'ai une vision assez claire de où je vais. En tout cas, oui, je vais faire ma vie en Suisse, ouais, c'est clair. Okay. Sauf catastrophe conjoncturelle et politique ici, dont j'y crois pas trop. Quoi. Je vois que tu es assez visionnaire, tu as beaucoup visionné déjà ton futur. Ouais. Non, alors, je sais pas, j'y ai pensé, tu vois. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi je réfléchis comme ça, mais c'est très très long termiste, tu vois. C'est comme l'immobilier. Je sais que je vais mourir en faisant de l'immobilier, c'est certain. Et je vais jamais faire autre chose. Ouais. C'est impossible. Et je veux vraiment être très très bon dans ce domaine-là. Donc je veux faire que ça. Et si dans 20 ans, je suis encore en train de faire ce que je fais maintenant, et je pourrais pas être mauvais, c'est pas possible. Bien sûr, ouais. Tu vois. Comme tu as dit avant, au final, si tu fais un métier pendant des dizaines d'années et tu l'aimes en plus, t'as aucune chance de pas être bon, quoi. Ouais, très clairement. Ouais. Ok. Et c'est une question assez compliquée à répondre, mais pourquoi la Suisse ? Alors peut-être que tu es attaché parce que tu viens de là, parce que tu as eu peut-être une enfance ici, mais qu'est-ce qui te fait dire « Ok, je veux rester en Suisse ?» Parce que tu vois, typiquement moi, j'aime beaucoup la Suisse, mais là je déménage à Dubaï, il y a pas mal d'avantages, pas que fiscal. Bien sûr, pas que fiscaux, il n'y a pas que des avantages fiscaux, mais voilà. Pourquoi la Suisse, concrètement ? Je pense que c'est le plus beau pays du monde, tu vois, tout simplement. Okay. Alors, je suis né ici, donc évidemment, il y a une attache. Voilà. Alors, j'ai eu la chance de naître ici déjà. Je pense que tous les êtres humains, tous les Suisses qui sont nés en Suisse, on a gagné au loto de la vie, très clairement. Je pense qu'on n'a pas du tout assez de gratitude ou de reconnaissance pour ça, très clairement. En tout cas, notre génération, c'est sûr et certain. Quiconque crache sur la Suisse, vraiment, doit se remettre en question, absolument. Mérite une bonne claque et doit se remettre en question. Ou n'avait jamais vécu ailleurs, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais vécu ailleurs, mais jamais je me permettrais de dire quoi que ce soit sur la Suisse. Je pense que enfin, pourquoi la Suisse simplement ? Alors, politiquement, je pense qu'on a le meilleur système sur Terre, politique vraiment, où personne ne peut vraiment prendre le pouvoir. Là où la France est en pleine galère maintenant, c'est juste parce que la France, c'est vraiment un roi et les autres, plus ou moins. Nous, on n'aura jamais ça. Je pense que quand ça a été mis en place, c'était du génie, de l'horlogerie suisse de la politique. C'est exceptionnel. Donc pour la stabilité politique qui sera éternelle et qui est le cas très très rarement. Et puis aussi parce que pour tout le reste, quoi. Je veux dire, on a quand même un système éducatif, même public, qui est quand même encore de très bonne qualité. On a les top universités du monde sur un territoire qui est microscopique. Et voilà, parce qu'il y a un pays des banques, un pays de chocolat, un pays de fromage. Enfin, on a quand même beaucoup de chance. Je ne saurais pas où aller, honnêtement. Je ne saurais pas quoi chercher. Je pense que je pourrais vivre peut-être aux États-Unis à mon âge, peut-être en Angleterre. J'aime bien la mentalité business des Anglais. À ton âge, aux États-Unis, je pense. Aux États-Unis, dans un profil comme le mien, aux États-Unis, je pense que c'est bien. Tu vois, tu peux tout mettre dans le même panier, tu prends les risques, tous les risques possibles, et c'est le vrai rêve américain. Mais je pense que c'est pas viable leur système. Beverly Hills. non, je suis jamais parti là-bas et je partirai pas là-bas, mais je me dis dans la réflexion, tu vois, j'aurais bien aimé vivre dans une ville qui s'arrête jamais, une énorme ville pendant 1 an ou 2 ans, si j'avais pas fait ce que j'ai fait, tu vois. Vraiment pour bosser comme un fou dans une ville qui s'arrête jamais. J'aurais trouvé ça excitant et c'est très stimulant, mais c'est pas ce que j'aurais cherché de toute façon. Et plus le temps passe, pire c'est, quoi. Plus le temps passe, plus je me dis une ville comme Sion, ça fait trop de bruit déjà, tu vois. Je devrais aller justement en montagne à Zermatt, dans un coin paumé, il y a personne. Et maintenant tu peux tout faire en ligne, honnêtement. Donc plus le temps passe, plus je vois pas l'intérêt vraiment d'être dans un centre-ville, mais bon. Ça. Après, c'est une façon de voir les choses. Tu vois. Et du coup, pourquoi la Suisse ? Je pense pour tout ça. Et puis, tu vois, on a le franc suisse, c'est une valeur tellement sûre. L'immobilier suisse, c'est tellement sûr. L'horlogerie ? Et l'horlogerie, ouais. Mais tu vois, j'investis tout dans l'immobilier. Je suis
tout investi dans l'immobilier. Donc j'ai rien d'autre à part ça et tout l'immobilier suisse, hein, évidemment. En Suisse romande même, tu vois. C'est pour dire c'est très très niché. Hein. Et j'ai investi nulle part ailleurs, simplement parce que je pense que quand on connaît les fondamentaux du marché, et quand on connaît comme je les connais moi, parce que j'ai quand même passé beaucoup d'heures là-dessus, enfin de jours, de mois même, à étudier ça. Ouais. Je sais où ça va, tu vois. Je vois pas comment ça pourrait pas aller comme je pense. Ouais. Sauf si la Suisse vraiment se pète la gueule. Mais tu vois, mais même quand il y a des guerres, en fait, plus à l'international ça va mal, plus la Suisse au final en bénéficie à un moment donné d'une manière ou d'une autre, tu vois, parce qu'on est super stable, super safe. Donc je me dis, et vu comme le monde va maintenant, je vois pas comment la Suisse pourrait mal s'en sortir dans ce qui se passe, tu vois. Ah bien sûr. Ouais. Donc voilà, on a prouvé hein, par les crises qui se passent les unes après les autres qu'on s'en sort toujours mieux que les autres. Et ça c'est parce que vraiment on a des Suisses allemands hyper rigoureux et hyper rigides. Et on peut les aimer ou pas, mais pour ça, il faut quand même dire qu'ils sont très très bons. Ouais. Et voilà. Ouais, avantages et désavantages, c'est clair. C'est vrai que pour avoir vu beaucoup de pays, quand tu vas à l'extérieur et tu reviens en Suisse, tu dis ah ouais, il y a quand même que ce soit en confort, que ce soit en sécurité, enfin peu importe, on n'a qu'à voir ici nos voisins, la France, c'est totalement différent. Juste on prend le point sécurité, ça n'a rien à voir. Enfin même au niveau de l'immobilier, les squatteurs, etc. Enfin, il y a tellement de choses que tu comprends pas trop et tu te dis, ah, pourtant, c'est à quelques kilomètres d'ici. Donc, c'est vrai que toute personne aujourd'hui qui se dit, ah ouais, la Suisse, c'est pas le meilleur pays. Moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller vivre à d'autres pays, enfin, États-Unis, etc. Mais quand tu quittes le territoire suisse, tu te rends compte, tu passes quelques jours, quelques semaines à l'extérieur, tu te rends compte que c'est quelque chose, en fait. Faut être sorti du pays et revenir pour se dire, ouais, on n'a pas ce confort ailleurs et on n'a pas toute cette sécurité. Et même en termes d'investissement, hein, je te parle de confort et sécurité dans tout, quoi. Ah ouais. Et dernière raison pour laquelle la Suisse j'aime beaucoup, et pourquoi est-ce que j'irai vivre à la montagne, je pense, pour ma retraite plus tard, c'est que la montagne, tu vois, j'aime pas la mer. Clairement, j'aime pas la mer. Déjà, c'est salé. Deuxièmement, le sable, c'est insupportable. Troisièmement, souvent, il fait beaucoup trop chaud et tout. Et moi, je suis allergique au soleil. Enfin, j'ai vraiment une peau de Suisse. Hein. J'ai vraiment une peau nordique très, très blanc. Et surtout, ça n'arrête pas de bouger et ça fait du bruit. Tu vois, la mer, c'est insupportable. Et la montagne, ça bouge pas et ça fait pas de bruit. T'es la première personne que j'ai entendu de ma vie dire j'aime pas le soleil, j'aime pas la mer, j'aime pas le sable. Pourtant. Ah non, mais bon, ça se colle partout, le sable, c'est insupportable. Ça. Quand c'est mouillé, mais bon, c'est sec, ça va, mais c'est clair. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Je comprends mieux. Donc voilà. Ok, sympa. Et puis du coup, toi maintenant, c'est quoi tes objectifs, si tu peux en parler un petit peu dans les prochaines années en termes de business, professionnel? Ouais, je pense qu'en termes de business pour Inved, en tout cas, hein, on a une très bonne structure en place. Je pense qu'on a une super équipe. Ça, franchement, c'est dur, les recrutements, c'est très difficile. Surtout dans un marché concurrentiel comme la Suisse. Mais par contre, on a une super équipe. Je suis hyper content. Et puis on continue de la faire grandir petit à petit, une personne après l'autre. Donc voilà, j'essaye de faire ça de manière stabilisée, safe, avec une vision assez long-termiste. On verra où ça nous mène, mais honnêtement, je pense qu'on a mis en place un concept vraiment très intéressant. Je pense que l'écosystème qu'on a dans la structure de Inved est très pertinent, surtout pour le domaine de l'immobilier en Suisse, où vraiment on fait que du conseil et de l'expertise immobilière. Donc on fait que de l'évaluation de l'immobilier et puis on donne des conseils pour le développement patrimonial des gens. Donc ça veut dire, ils nous payent, on les conseille. Et ensuite, ils font ce qu'ils veulent de nos conseils. Tu vois ? Donc on donne des conseils qui sont parfaitement impartiaux et on n'est jamais rémunéré par qui que ce soit derrière. Hein, donc on n'a pas de rétrocommission, on est complètement impartiaux. Et ça c'est hyper important, il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ce qu'on fait. Et c'est très rare, c'est ça le problème de l'immobilier. Je pense qu'on est très très peu à être dans cette situation-là, très clairement. Je pense pour ça que les gens nous font confiance, mais clairement moi si je te dis tu devrais acheter cet immeuble, je l'ai analysé, il est bien, c'est un bon deal pour toi. Si tu l'achètes, tant mieux pour toi, si tu l'achètes pas, tant pis pour toi. Bien sûr. Mais dans le développement patrimonial que tu visais avec tes objectifs, ta stratégie, sur le long terme, dans ta situation, je pense que c'est le mieux pour toi. Tu devrais le faire. Si tu le fais pas, moi j'ai rien à gagner. De toute façon, je m'en fous, tu vois. Mais si tu le fais, tant mieux pour toi. C'est bien pour toi, tu vois. Et c'est ça le problème. Et j'ai rencontré encore tout récemment une expertise que j'ai faite pour... on a expertisé 2 immeubles d'une personne qui était dans cette situation, qui a hérité d'un immeuble, qui était très bien, très bon rendement. Surtout, elle a hérité, donc elle n'a
pas mis d'argent, donc elle a reçu cet immeuble. Elle s'est fait conseiller par un conseiller financier qui malheureusement était très très malsain. Un conseiller, et on a beaucoup des mecs comme ça, des espèces de couteaux suisses, mais des couteaux suisses cassés, qui donnent des conseils sur, ils font de la planification financière, 2e pilier, 3e pilier, assurance sociale, ils font du courtage immobilier, ils font de la rénovation, de la direction de travaux, tout d'un coup ils sont architectes à un moment, tout d'un coup ils sont, ça devient, ils font des assurances pour ton assurance bâtiment. C'est une misère. Une misère ces gens parce qu'ils sont mauvais partout. Donc ils donnent des conseils, ils donnent des conseils qui sont hyper importants pour les gens sur leur patrimoine qu'ils possèdent et eux ils sont incompétents. Et ça c'est très dommageable. Donc lui typiquement c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Cette dame hérite d'un immeuble, lui dit tu devrais vendre l'immeuble, il prend une commission sur la vente de l'immeuble et il lui revend 2 autres immeubles pourris à cette même dame sur lesquels il est commissionné. Et il lui a détruit tout son patrimoine. Elle est passée en plus c'était le pire timing possible pour elle, donc dommage pour elle, mais elle a vendu quand les taux ont commencé à monter, donc elle a vendu à un prix qui s'était un peu stabilisé pour les immeubles de rendement, donc en gros elle n'a pas vendu au pic des immeubles de rendement, et elle a reacheté des immeubles avec des taux à 3,4% d'intérêt que j'ai jamais entendu pour du résidentiel de ma vie en Suisse, depuis que je suis dans ce domaine, ça fait 6 ans maintenant, j'ai jamais entendu ça. Et donc elle a détruit son patrimoine. Aujourd'hui elle a acheté des immeubles qui sont pourris, on les a expertisés, et clairement elle va perdre de l'argent, quoi, et elle va les revendre, elle va repartir avec zéro, elle va repartir avec le cash qu'elle avait mis là-dedans, mais une petite moins-value. Donc en gros voilà, ce mec là a détruit son patrimoine. Là en fait il aurait pu en faire quelque chose de fantastique, il l'a détruit parce que lui il s'est fait commissionner derrière, et je pense que elle c'est devenu pour lui une cliente qui lui a rapporté certainement quelque chose comme entre 100 et 150 000 balles, plus il a dû lui glisser des 3e piliers, des assurances bâtiments, enfin j'ose pas imaginer. Donc ça a dû être une cliente entre 100 et 150 000 balles pour lui, et elle a tout perdu. Et c'est ça qui est terrible. Donc, et c'est le gros problème de l'immobilier. Donc ces gens-là qui vont voir et qui vont se faire conseiller de cette manière-là, au final, après c'est très très dur à rattraper. Très très dur à rattraper. Dans un marché qui prend de la valeur comme ça, très dur. D'où le fait qu'il faut se focaliser sur un truc et pas s'éparpiller comme ces personnes-là dont tu parles. Ouais, non, mais le problème c'est le conflit d'intérêt. Lui, il donne des conseils pour lui. Il donne pas des conseils pour elle. Ouais, bien sûr. Ouais. Il la conseille dans son développement patrimonial à elle pour que lui il ramasse un maximum de fric. Ouais, bien sûr. Donc c'est dramatique. C'est dramatique de pouvoir faire ça. Mais c'est des gens qui pourront toujours exercer. Elle peut rien faire contre ça. Elle lui a dit de faire des trucs, elle a fait. Elle n'était pas obligée. Donc voilà. Et c'est notre avantage. C'est notre avantage clairement. Nous on est experts dans le domaine de l'immobilier, on fait que ça. Donc brefets fédéraux et on fait que ça. Donc on évalue le patrimoine et on conseille sur le développement du patrimoine immobilier pur en Suisse romande, et basta. Voilà. On est très spécialisé dans ce qu'on fait, mais du coup j'ai pas honte de dire qu'on est bon dans ce qu'on fait. Voilà. Ouais, bien sûr. De toute façon, du moment où tu te focuses sur un truc, forcément tu es bon, comme tu dis. Donc, okay. Clairement. Et là j'ai une question qui peut être super compliquée, à laquelle je pense que tu n'as jamais pensé. Si tu ne faisais pas de l'immobilier, qu'est-ce que tu ferais? Franchement, je sais que c'est la première fois qu'on te pose cette question, je suppose, mais... Purée, qu'est-ce que je ferais si je faisais pas de l'immobilier? Tu repartais de zéro, l'immobilier, tu t'es rayé de la carte, tu peux plus faire de l'immobilier, qu'est-ce que tu ferais? Ouais, c'est soit j'essaierais de faire une carrière politique. Ok. Mais j'aimerais beaucoup faire de la politique. La politique, c'est hyper important, surtout dans un monde politique. On en a parlé tout à l'heure, comme la Suisse, qui est super avantageux et intéressant. Pour les politiciens aussi, je pense. Donc, je pense, peut-être je ferais ça. Mais en même temps, je suis pas sûr que vraiment j'ai la patience pour ça. Tu vois. Donc c'est hyper important, hyper intéressant, mais je suis pas sûr d'avoir la patience pour ça. Et si c'est pas de la politique, ça aurait été vraiment... Alors j'aurais dit architecte, mais architecte c'est lié à l'immobilier. Donc ça je raye. Sinon je pense j'aurais fait fiscaliste. La fiscalité c'est un domaine qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, du droit et de la fiscalité, du droit fiscal, c'est vraiment ça que j'aurais fait. Très clairement. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai envie d'approfondir maintenant dans mon activité. Donc là je suis en train de faire le diplôme fédéral d'administrateur de biens immobiliers, ça s'appelle. Et quand je termine ça, d'ailleurs on a du droit fiscal dans ces cours là et j'ai vraiment hâte de les voir. Et puis quand je termine ce diplôme là, je pense que je m'oriente, je dirais c'est soit je m'oriente sur du suisse allemand, l'apprentissage du suisse allemand, soit sur le droit fiscal. Mais je pense que le droit fiscal, ça m'intéresse plus que le suisse allemand. Parce que le suisse allemand, c'est chaud. J'imagine que tu parles suisse allemand ou pas? Non. Ok.
Ok. Bon, avant, tu disais que c'est compliqué aujourd'hui de recruter des gens. Et je confirme qu'en soit, peu importe, bon, la plupart des domaines aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais toi, quelles sont les raisons qui te font dire ça? Pourquoi, selon toi, c'est compliqué? Il y a un manque de compétences chez la plupart des personnes. Il y a tout simplement un manque de demande. C'est quoi qui... Je pense. Ouais, nous on a plusieurs choses. On manque de personnel qualifié, ça c'est sûr. On manque de qualification dans le domaine de l'immobilier, ça c'est sûr. Mais après, non, ce qui est compliqué aussi dans le business comme le nôtre, c'est qu'on est un peu dans la même industrie que les assurances, les banques. Mais ça, c'est. Et plein de personnes dans l'immobilier sont dans la même situation. Hein. Ça veut dire les personnes qui ont. Si tu veux, on est en concurrence contre des boîtes qui peuvent offrir des conditions qui sont monstrueuses. Parce que de ces assurances qui sont là depuis 300 ans, dedans, il y a 2000 personnes qui travaillent. Tu vois, elles peuvent potentiellement offrir des conditions que nous, on n'arrive pas. Tu vois. On peut simplement pas le faire. Donc, c'est-à-dire les gens qui viennent, c'est des gens qui ont, tu vois, qui doivent vraiment se reconnaître un peu dans le business, tu vois, révolutionner un peu cette industrie. C'est-à-dire, c'est une équipe jeune qui veut faire bouger un peu les choses dans le domaine de l'immobilier. C'est pour ça qu'on attire aussi des jeunes un peu. On est très digitalisé, donc évidemment, on attire plus de personnes jeunes dans l'équipe. Et c'est très très bien. Puis on va évoluer ensemble, grandir ensemble. Et puis c'est des gens qui ont envie d'un vrai challenge, qui doivent venir ici. Et puis qui se disent on évolue ensemble dans ce domaine de l'immobilier, on va bouger les choses, bouger les lignes dans un marché très, très vieillissant. Et puis qui sont passionnés par la mission, tu vois. Donc voilà, mais quelqu'un qui cherche purement les meilleures conditions possibles pour lui sur le court terme. Parce que sur le long terme, on va pouvoir faire des trucs super pour tout le monde. Et en plus, voilà, on offre aussi aux personnes qui bossent avec nous la possibilité de rentrer dans des deals avec nous. Donc à l'équipe, de rentrer dans des deals avec nous sur ce qu'on trouve sur le marché off-market. Quand on fait des opérations, comme je disais avant, je fais que Inved et des investissements immobiliers. Donc j'offre la possibilité dans ces investissements immobiliers à l'équipe, vraiment de pouvoir participer. Donc c'est des super trucs, mais voilà, c'est plus du long terme. Donc ouais, il faut vraiment... disons, on est en concurrence avec des gros mastodontes, quoi. Voilà, qui raflent beaucoup, quoi. Pour toi, le critère, en fait, c'est vraiment trouver quelqu'un qui a la même vision que toi, que vous ayez tous la même vision pour que vous puissiez avancer ensemble. Ouais, mais et puis c'est le cas, dans l'équipe maintenant, on est tous super alignés. Donc ouais, la culture, je pense qu'elle est bonne. Franchement, elle est bonne dans l'équipe qu'on a maintenant. Et puis ça va continuer d'évoluer comme ça, je pense. Ouais. Ok. Enfin, j'espère. Ouais. C'est ce qu'on essaye. Ouais, c'est top. Et du coup, selon toi, aujourd'hui, pour réussir sa vie dans l'immobilier en Suisse, donc si quelqu'un trouve inspirant ton parcours, toi, tu conseilles de faire des études, ou est-ce que pour toi, les études, c'est quelque chose de secondaire? Bon, je pense que tu vas me dire que non, mais sachant en plus, on est en Suisse, donc on a la possibilité de faire des très bonnes études, comme tu le disais avant. Enfin, voilà, tout le système éducatif est bon. Mais pour toi, la question, alors que ce soit pour l'immobilier ou autre, est-ce que pour toi, les études, c'est vraiment quelque chose d'important ou pas? Parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent la question, donc des personnes relativement jeunes, et qui se disent, ok, moi, les études, je trouve pas très, très important. Il y a d'autres qui vont dire, ouais, c'est plus important. Je pense que ça dépend aussi de ce que tu fais. Donc, à premier abord, déjà, dans l'immobilier, pour toi, est-ce que c'est important? Et ensuite, hors immobilier, dans la vie en général? Alors ouais, je pense que à mon avis les études, ça dépend de quoi on parle, mais je pense que les études quand tu les termines, c'est vraiment là que ça commence, tu vois. Et dans la formation continue, moi je trouve que la Suisse offre des possibilités qui sont extraordinaires, et c'est comme les brevets fédéraux, les diplômes fédéraux, on peut faire des trucs qui sont incroyables. À mon avis, oui, c'est important, en tout cas dans l'industrie immobilière. Je pense que ça manque cruellement de personnes qui ont envie de se former et d'apprendre, donc oui, c'est important, en tout cas dans le business dans lequel je suis. Je pense par contre, pour ton audience, pour les personnes qui souhaitent lancer un business, je pense que c'est pas le plus important. Là, c'est plus hors de ce que tu sais, c'est plus ce que tu fais, je pense. Si tu dois faire des choses, te péter la gueule, refaire, te péter la gueule, refaire, rater. Et puis au bout d'un moment, ça passe, quoi. Donc il n'y a pas de miracle. Donc voilà, après, tout ce que tu as pu apprendre en amont, c'est des trucs que tu peux éviter potentiellement. Donc peut-être tu peux, au lieu de faire et refaire 10 fois, tu le fais et tu refais 8 fois. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui va te faire gagner du temps. Mais donc pour vraiment juste lancer un business, je pense pas. Dans l'industrie immobilière, on en a vraiment besoin. Et puis, mais de nouveau, pour ça, la Suisse offre tellement de choses. Tu vois, la Confédération paye... Alors, ouais, non, la Confédération paye la moitié des brevets fédéraux si tu vas aux examens. Donc, ton brevet fédéral qui coûte 16 000 balles, il te coûte 8. Et puis ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine. Moi, j'ai appris tellement de choses. Tu sais, dans ce que je fais,
Dans le premier brevet fédéral que j'ai fait, j'ai appris tout ce que je sais dans l'immobilier. Honnêtement, Ouais. c'est le meilleur brevet qu'on puisse faire dans l'immobilier, je pense. Il est super intéressant, extrêmement pertinent. Et c'est ça qui m'a rendu amoureux encore plus du domaine. Hein. Et puis, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Dans le deuxième brevet fédéral, j'ai appris beaucoup de choses sur le droit du bail. C'est la gérance d'immeuble, c'est voilà, comment tu gères les locataires, etc. Donc ça, c'était important en complément au premier brevet. Et dans le diplôme fédéral que j'ai appris, que je fais maintenant, que je suis maintenant, j'ai appris un truc, tu vois, un cours pendant 1 minute de discours d'un des profs, qui est un banquier, un système de financement que je savais pas qu'il existait en Suisse, hein, que j'en avais pas la connaissance. Et que j'ai récupéré et que maintenant j'ai dupliqué et j'utilise ça mais tous les jours que Dieu fait, tu vois. Donc et ça s'est fait vraiment sur une discussion à un cours, dans un diplôme que j'aurais jamais, où j'ai eu un déclic de putain mais tu peux vraiment faire ça comme ça. Et après j'ai creusé et après je suis allé voir un fiscaliste, après je suis allé voir un notaire, je suis allé voir un avocat, je suis allé voir des banques et puis au final oui j'ai pu mettre en place une structure juridique extrêmement efficace, je pense, pour faire des investissements grâce à ça, tu vois. Et ça, c'est juste tu vois, je pense que tout l'argent que j'aurais pu mettre dans des brevets, dans des diplômes, juste pour cette information, ça valait la peine. Ouais. Donc voilà, c'est plus où est-ce que tu vas... Enfin, à quel point tu vois, comment est-ce que tu utilises les informations qu'on te donne, tu vois, dans la formation. C'est ta formation, tu vois. Ah, bien sûr. Le premier brevet, je l'ai vraiment fait pour prendre les informations et les appliquer. Le deuxième brevet, j'ai plus fait pour prendre les informations, un peu moins les appliquer, ça c'est vrai. Et le diplôme, là, je pense que c'est un super exemple, ce que je viens de dire. C'est une réalité. Moi, c'est une info qui change, tu vois, qui change même un peu, qui pivote un peu ma carrière. Hein. Donc, très clairement. Ouais. Donc en conclusion, tout dépend de l'industrie dans laquelle tu te trouves. Donc toi dans l'immobilier, forcément, si tu te formes pas, si tu fais pas d'études comme tu fais toi, tu te retrouves dans des cas de figure où tu dis un peu n'importe quoi, tu donnes pas des bons conseils. Alors que pour lancer un business, t'as pas forcément besoin d'études, t'as juste besoin, comme tu as dit, d'appliquer, persévérer, et puis faire justement quelque chose que tu aimes, mais pas forcément tous les jours. Enfin, comme tu dis, voilà, faire une activité qui est en lien avec une passion, avec quelque chose qui est en toi, et puis exécuter, peu importe si la tâche tu l'aimes ou pas, tu vois. Ouais, absolument. Je pense que ça dépend de l'industrie dans laquelle tu es. Le reste, je connais pas vraiment les autres industries, tu vois. Mais dans la nôtre, c'est important. En tout cas, la formation continue, tu vois, toujours la volonté et ça, j'ai toujours trouvé extraordinaire, hein, le système dual en Suisse, ce que le système éducatif dual propose, c'est-à-dire tu peux faire et en même temps tu apprends, tu vois, et tu fais les deux en même temps, et en parallèle, et les deux sont très complémentaires, et puis plus tu fais, plus tu apprends, plus tu fais, et donc c'est hyper bénéfique pour tout le monde. Et ça, je trouve que c'est aussi un mécanisme extrêmement intelligent du système éducatif suisse, qui est très très difficilement réplicable surtout, et qui fait aussi la qualité de la main d'œuvre dans toutes les industries que la Suisse a, ou la Suisse pratique, et donc ouais, c'est ça qui fait un peu l'excellence de ce pays aussi, hein. Donc ouais, je pense qu'il faut en profiter. Mais du coup ça c'est très suisse, hein, ouais, bien sûr, cette explication. Maintenant, j'ai une petite question. Imaginons, voilà, tu as un jeune qui vient vers toi et qui te demande, ok, moi, je fais du business, ok, il a généré ses premiers chiffres, et puis ça fait quelques années qu'il fait ça, il a 100 000 francs, donc 100 000 euros pour les Français. Tu conseilles quoi comme investissement comme ça, si tu devais le donner un investissement dans l'immobilier, bien sûr. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est quelqu'un qui lance un business, hein. Donc quelqu'un qui a un business et qui veut investir 100 000 francs dans l'immobilier, justement. Ah non, mais qui veut investir dans l'immobilier. Ouais, dans l'immobilier. Okay. Ah, d'accord. Ouais, alors dans ce cas-là, alors ça dépend. Je dirais, honnêtement, moi, si j'étais cette personne-là, je trouverais des autres personnes pour... parce que, regarde, moi, je l'ai fait comme ça, hein, mais moi, c'est juste que mon business, c'est l'immobilier. Tu vois, c'est pas pareil. Mais moi, dès que j'ai eu 50 000, j'ai fait ça. 100 000, ça marche la même chose. J'ai acheté un premier appartement que j'ai rénové, que j'ai revendu. Après, j'ai fait un peu de bénéfices. J'ai récupéré le cash que j'avais mis, plus le bénéfice. J'ai reacheté un autre et j'ai refait pareil. Après, j'ai reacheté un autre et j'ai refait pareil. Et puis après, j'ai acheté deux. Après, j'ai fait pareil pour les deux. Et après, j'ai acheté un plus gros et j'ai fait pareil. Etc. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu grossir la boule de neige. Donc, pour quelqu'un qui est vraiment intéressé par l'immobilier, qui veut investir du temps et de l'énergie là-dedans, c'est ce que je lui conseillerais de faire. Mais pour quelqu'un qui a un business, tu vois, et son business fait un peu de cash flow, mais son activité, c'est pas l'immobilier, c'est le business. Alors là, ce serait soit, je dirais, t'achètes un appartement de rendement et tu le gardes pendant... c'est ce que j'appelle un investissement un peu système hybride, hein. C'est comme ça que je l'appelle ici. Ça veut dire c'est un bien immobilier
qui est assez liquide, qui est pas trop risqué, dans une petite ville, et puis tu l'achètes, tu le gardes, il est loué, il fait du rendement, il fait bosser un peu ton argent que tu n'allais pas utiliser de toute façon, et puis si tu en as besoin dans 3 ans, tu le vends, et tu n'as aucun problème à le vendre. Ça se part comme ça, tu prends une plus-value, et puis voilà, basta. Et puis après, avec le cash que tu as, soit tu mets dans ce que tu dois faire 3 ans plus tard, soit tu remets dans l'immobilier, tu achètes un peu plus gros, etc. Je conseillerais de faire ça, je pense. À quelqu'un qui a un business, je conseillerais de faire ça. Ou alors, de s'associer avec d'autres personnes. Ok. Et de dire, voilà, moi j'ai 100 000, toi t'as rien, mais toi t'as des compétences ou t'as du temps, fais le travail, moi je te file les 100 000, et puis tu vas chercher cet appartement que tu rénoves, tu revends, et moi je prends la moitié. Tu vois, et toi tu prends la moitié du bénéfice, et moi je prends la moitié du bénéfice. Et tu peux faire ça très simplement. Et moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un moment, j'ai fait ça comme ça avec la première personne avec qui je me suis associé. C'était comme ça, ouais. C'était quand j'ai commencé à acheter, rénover, revendre. Après, je me suis dit, putain, il faut que je fasse plus d'appartements. Tu vois. Et pour faire plus d'appartements, il me fallait plus de cash. Mais moi, j'avais pas plus de cash. Ouais. Donc, j'ai trouvé un mec qui a plus de cash. Et puis alors là, accessoirement, c'était presque malsain au début. Parce que je mettais la moitié des fonds propres qu'il fallait. Lui, il mettait la moitié des fonds propres qu'il fallait. Je faisais tout le travail. Puis ensuite, on splitait la moitié du bénéfice. Ah ouais, c'est faux. Ouais, tu vois. En réalité, c'est celui qui met tout l'argent. Moi, je mets tout le travail. Bah, après, là, on fait 50-50. Ouais. Mais je devrais pas mettre d'argent, moi, tu vois. Donc on l'a fait comme ça, mais c'est pas grave, moi ça me faisait plaisir, j'ai tellement appris que voilà. Mais ouais, donc je ferais ça honnêtement. Ouais, ça t'a permis de te développer de toute façon, de travailler en plus. Okay. Très clairement. Donc toi, tu conseillerais à une personne de prendre cet argent, de pas forcément consacrer son énergie à ça, puisqu'en plus elle aurait pas les compétences, vraiment juste acheter un bien de rendement. Et puis ensuite le revendre une fois qu'elle a besoin du cash. Ouais, quelqu'un qui veut faire, justement, une personne qui veut faire de l'immobilier seul de son côté, je dirais ça. Tu vois, tu achètes l'appart, tu le gardes, et puis tu sais que dans 3, 4 ans, 5 ans, c'est pas forcément un appartement que tu gardes pendant 30 ans, hein, mais 3-4 ans après, tu revends, tu prends une plus-value et tu réinvestis ailleurs. Ou tu achètes plus gros, tu vois, ou tu en achètes 2. Ouais. Mais ça marche pour quelqu'un qui veut faire ça tout seul dans son coin. Mais je dirais... L'immobilier, c'est un domaine d'association. Hein. Il n'y a aucun professionnel de l'immobilier qui fait tout seul dans son coin. Franchement, moi, j'en connais pas. Okay. J'en connais pas. Moi, je suis le premier à m'associer. Et puis, d'ailleurs, j'ai un professionnel de l'immobilier au tout début de ma carrière avec qui j'ai fait une des premières affaires. C'était un projet, enfin, c'était une vente qu'on a faite ensemble. Lui, il avait le vendeur et moi, j'étais plus proche géographiquement de l'objet. Et puis, je me suis occupé de la vente. Puis, du coup, on a fait 50-50. Ça s'est hyper bien passé. D'ailleurs, maintenant, c'est un ami, mais on s'entend très, très bien. Et lui m'avait dit, tu sais Edouard, qui ne sait pas diviser ne sait pas multiplier. Et ça m'est resté parce que dans l'immobilier c'est exactement ça. C'est si tu sais pas faire la part des choses, tu vois, et trouver des associés et puis t'associer, accepter que tu gardes pas tout pour toi, mais que tu as des autres personnes avec qui tu partages ce que tu fais, mais vous allez faire beaucoup plus ensemble. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant, hein, avec des associés. On fait beaucoup plus ensemble que ce que je pourrais faire seul. Ils ont des compétences excellentes, tu vois, que moi j'ai moins qu'eux, très clairement, hein, même dans l'immobilier. Et moi j'ai des très très bonnes compétences. C'est le réseau maintenant et la communauté que je peux mettre à profit aussi pour eux. Et en fait, on s'est associés pour faire un truc super. Et je pense qu'on est en train de construire vraiment un truc super ensemble. Et j'ai énormément de plaisir à bosser avec eux. Et d'ailleurs, ils se reconnaîtront de toute façon quand j'en parle. Mais c'est ça la morale de sa phrase, c'est l'immobilier c'est fait pour ça en fait. C'est l'immobilier, tous ceux qui ne savent pas diviser en immobilier, ils ne savent pas multiplier, ça veut dire qu'ils feront jamais plus que ce qu'ils pourraient, alors qu'ils auraient la capacité pour, mais simplement parce qu'ils sont trop proches de leur argent, tu vois. Ils sont pas prêts à s'asseoir sur la moitié d'une com, à s'asseoir à partager un peu de bénéfices, parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdent de l'argent, mais c'est pas vrai du tout. Ouais. Même dans le business, hein, c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas s'associer, qui veulent pas déléguer parce qu'elles veulent garder l'argent, garder le cash, comme en immobilier, mais au final, comme tu dis, si tu sais pas diviser, tu sauras pas multiplier, tu pourras pas scaler. Enfin, dans le business, on va plutôt parler de scaler, dans l'immobilier, je sais pas comment tu appelles ça, mais voilà. C'est pareil, hein. Ouais, scaler quoi. Tu peux scaler, mais en investissement. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, c'est intéressant. Et puis du coup, toi, entre tes transactions, donc tes opérations plutôt, quand tu achètes un bien immobilier, du moment où tu repères le bien, ok, celui-là, je veux l'acheter pour le rénover et pour le vendre, ça prend combien de temps, plus ou moins, la transaction? Wow, alors franchement, les opérations, on sait, parce que maintenant, tu vois, avec l'expérience, avec le temps, dans le marché que je connais mieux, j'arrive beaucoup plus à... Au début, tu sais, tu visites tout et n'importe quoi juste pour voir, pour avoir des comparables et tout. Et tu sais pas vraiment quand tu dois te positionner, tu sais pas vraiment quoi faire. Et ça vient avec le temps, tu vois. Au début, tu dois visiter. C'est chiant, ça prend du temps, hein, c'est de l'énergie. Et puis, tu prends juste des infos, tu vois. Tu nourris un peu la base de données de ton cerveau pour faire des comparaisons.
Et au bout d'un moment, tu vas te positionner 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vois, ça passe pas. Au bout d'un moment, ça passe. Au bout d'un moment, tu fais 1 opération, 2 opérations, 3 opérations, 4 opérations. Puis après, tu sais ce que tu peux acheter. Et après, tu vas beaucoup plus vite droit au but. Donc ça veut dire que tu sais ce que tu dois visiter, tu sais combien tu peux te permettre d'acheter. Ouais. Et puis aujourd'hui, très clairement, sur les deals qu'on achète, on va voir des trucs où on sait pertinemment qu'on va se positionner déjà, quand on visite quasiment tout le temps. 95% du temps, je pense. Et puis quand on a visité, on fait une offre tout de suite, quoi. On sait combien on peut se permettre de payer, tu vois. Ouais. C'est quasiment instantané. Et du coup, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Je pense que ça rassure aussi les acheteurs, enfin les vendeurs, pardon, de temps en temps. Mais ça dépend du dossier, quoi. Mais très clairement, maintenant, ça peut être ultra rapide. D'ailleurs, je vais donner un exemple très concret qui s'est passé il y a 2 semaines, maintenant, il y a 10 jours même. On a visité par hasard, par hasard un samedi, une maison, bref, qu'on pensait qu'il fallait rénover, et au final, il fallait pas trop rénover, c'était déjà trop à moitié rénové, enfin bref, pas assez de potentiel pour nous. Donc on dit à la courtière, désolé, pas assez de potentiel pour nous, c'est déjà trop un peu refait, on laisse tomber. Puis elle nous dit, les personnes là qui vendent cette maison-là, ils vendent cette maison parce qu'ils vont acheter une autre maison mais qui est entièrement rénovée. Et puis le vendeur de l'autre maison qui est censé vendre à eux, il commence à s'impatienter parce que eux ils aimeraient vendre leur maison là que vous êtes en train de visiter, mais le prix, enfin voilà, ça stagne un peu et il y a pas d'offre, quoi. Donc l'autre propriétaire il veut avancer. Puis du coup elle nous dit donc si ça vous intéresse, celle-là elle est pas faite pour vous, elle est trop rénovée, mais on peut aller visiter l'autre. Et puis on dit ok, bon on va visiter l'autre la même journée, le même jour. Puis là, on lui dit, ok, bon, ça nous intéresse vraiment. Le lundi, on se met d'accord sur le prix. Donc le samedi, ça se passe. Le samedi, on va visiter, samedi après-midi. Le lundi, on se met d'accord sur le prix. Et le jeudi, on a signé l'acte. Et le mercredi, j'ai versé un acompte, 10% plus les frais d'acquisition. Et puis donc, quinzaine de pourcents du prix d'achat. Et le jeudi, on a signé l'acte. Donc moi, ça me paraissait déjà impossible. Parce que, tu vois, entre le moment où tu te mets d'accord et t'envoies les instructions au notaire, le temps qu'il fasse l'acte, le projet d'acte, et que tu fixes la date de signature, que tout le monde soit dispo au mois de juillet, c'est compliqué, tu vois. Entre les vacances, mais ça se fait en 3 jours. Ok. Donc, mais du coup, toi, aujourd'hui, avec l'expérience, les connaissances que tu as, ça te prend combien de temps de A à Z? Donc la rénovation, vraiment tout. Alors ça, entre le moment où t'achètes et le moment où t'as vendu, alors. Ouais. Ça dépend du deal, ça. Parce que si tu fais un appartement avec 2 chambres, c'est pas pareil que si tu fais une maison avec 6 chambres. Tu vois. Ok, une moyenne, donc, plus ou moins. Si donc une moyenne, ça peut prendre pour les appartes au plus rapide, c'est je dirais moins 4 mois, c'est compliqué. Parce que tu as quand même les travaux, le temps de vente, le temps de fixer la remise des clés, la signature de l'acte, mais la prise de possession qui arrive toujours un peu plus tard. Donc dur de faire moins de 4 mois, mais ça arrive, disons, entre 3 et 4 mois au plus rapide. Et au plus lent, ça prend 1 année, tu vois. Après, c'est une grosse maison, voilà. Et pour un appartement standard, je dirais, un appartement standard, ça doit se faire en 3 mois et demi, et puis allez, 7 mois peut-être maximum, quoi. Ok. Sinon, il y a un problème. Ok. Ou vous êtes trop lent. Ouais, bien sûr. C'est pas assez rapide. Toi, parce que j'avais déjà entendu parler une fois et dire que il vaut mieux, donc pour investir, acheter un bien de rendement qu'une résidence principale. Pourquoi est-ce que tu expliques ça comme ça? Ouais, je pense qu'il y a une fausse connaissance générale de la résidence principale qui pense que économiquement c'est la meilleure des solutions d'acheter sa résidence principale. À mon sens, c'est faux. Enfin, je veux dire, tu peux faire les calculs que tu veux, je pense que c'est faux. Tout le monde te dira le contraire. Et ça, c'est de nouveau un conflit d'intérêt dans l'immobilier suisse. C'est parce que quand tu achètes ta résidence principale, tu peux faire un amortissement indirect. L'amortissement indirect, il est extrêmement avantageux pour les établissements de financement, c'est-à-dire les banques qui financent, pour les assurances, pour les conseillers financiers, pour les planificateurs financiers. Donc, c'est avantageux pour tout le monde. Et accessoirement pour le propriétaire aussi. Il y a des avantages pour le propriétaire fiscaux. Donc, c'est pas forcément, je dis pas forcément que c'est une mauvaise idée, mais on t'oriente toujours vers l'achat d'une résidence principale parce que clairement derrière, il y en a 2-3 qui se gavent, tu vois. Et c'est donc moi, alors personnellement, j'ai pas acheté ma résidence principale, j'en suis pas propriétaire. Je comprends parfaitement l'acquisition d'une résidence principale en Suisse ou peu importe où sur Terre. Ça c'est égal pour des questions sécuritaires, pour des questions de se dire je suis chez moi. J'ai la flexibilité que je veux, si je veux péter ce mur, je le pète, si je veux percer ce mur, je le perce, tu vois, je fais comme je veux. Personne ne va venir m'emmerder. J'arrive parfaitement à comprendre de se dire aussi,
j'ai plus besoin de flexibilité, je veux de la stabilité, je veux faire grandir ma famille là-dedans, donc il y a personne qui va me foutre dehors, il y a personne qui va me dire de dégager. Je comprends parfaitement. Par contre, de se dire, je vais économiser un loyer en achetant ma résidence principale, ça c'est une erreur fondamentale. Et ça m'énerve d'ailleurs parce que maintenant que les taux sont en train de redescendre, les taux hypothécaires, on a de plus en plus de nouveaux de pubs qui disent acheter sa résidence principale maintenant, c'est moins cher que d'être locataire. Et de nouveau, c'est faux. Moi, je suis désolé, vous prenez pas tout en considération. Là, quand on fait ce genre de calcul, on compare simplement et c'est tellement banal de faire ça, mais voilà, c'est comme ça. On compare simplement le coût d'un loyer versus le coût de la propriété. Et c'est faux de faire comme ça. Ça veut dire, on va dire, si tu peux avoir un taux à 1,7% sur un prêt hypothécaire de X, tu vas payer tant par mois avec l'entretien de la maison, mais ton loyer va coûter tant pour quelque chose d'à peu près similaire en nombre de pièces, tu vois. Et c'est faux de penser comme ça parce qu'on ne prend pas en considération le cash qui est bloqué dans ta résidence principale et qui ne travaille pas, tu vois, et qui pourrait travailler beaucoup mieux. Tu vois, en fait, c'est le coût d'opportunité, tu vois, on ne le prend jamais en considération. C'est-à-dire le cash qui est dans ta résidence principale, tu peux le prendre et le glisser ailleurs, faire des opérations immobilières. Maintenant, peut-être que... Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui fait rien avec son argent, ça, c'est sûr et certain que c'est mieux d'acheter sa résidence principale. Alors ça, c'est sûr. Si la comparaison, c'est t'as 1 million sur ton compte, t'en fais rien avec, et puis tu loues, ou t'as 1 million sur ton compte, t'en fais rien avec, mais tu utilises un beau pour acheter ta résidence principale, c'est certain que c'est mieux d'acheter sa résidence principale. Mais ça dépend des profils, tu vois. Donc, voilà. Peut-être qu'après, moi, je dis ça, mais je suis pas le commun des mortels, tu vois. Mon argent, il est complètement en train de travailler dans l'immobilier. Donc, et c'est des opérations aussi. Donc, c'est des rentabilités différentes qu'acheter un bien de rendement et le garder sans rien faire. Donc voilà, moi je pense que juste qu'il faudrait être assez clair sur le fait qu'on ne parle jamais du coût d'opportunité. Et puis voilà, mais par contre, de nouveau, j'ai rien du tout contre l'amortissement direct et l'amortissement indirect, j'ai rien du tout contre les troisième piliers, j'ai rien du tout contre l'achat d'une résidence principale pour un point de vue sécuritaire, mais je pense qu'on n'explique pas tout aux gens, c'est tout. Voilà. Ouais. Et toi, du coup, qui n'a rien à gagner avec ni l'un ni l'autre, bah, tu établis la vérité telle qu'elle est. Ouais, mais il y a des gens, je leur dis d'acheter. Hein. Franchement, il y a des gens, je leur dis, ou qui sont propriétaires de leur résidence principale, et je leur dis, c'est hyper rare que je dis de vendre sa résidence principale. Ça arrive très très rarement. Ouais. Ça m'est même jamais arrivé, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être une fois, je sais pas, mais dans tous les conseils qu'on donne tous les jours, ça m'est peut-être arrivé une fois. Sinon je dis toujours de garder, quoi. Tout ce qui a été acheté historiquement en Suisse sur le territoire, il faut le garder, il faut le conserver le plus longtemps possible, quitte aujourd'hui ou un jour, si vous voulez vraiment quitter ce logement pour aller ailleurs, mettez-le en location et trouvez un autre logement en location ou j'en sais rien, ou acheter autre chose, mais essayez de garder, parce que tout ce qui a été acheté avant en immobilier, ce sera de toute façon un meilleur deal que ce qui a été acheté maintenant. Et le timing, très souvent, n'est pas pris en compte suffisamment en immobilier. Mais tout ce que tu as acheté en 2010, tu l'as payé en 2010 à un prix de 2010 et tu le loues en 2024 à un prix de location en 2024. Tu vois, quand tu fais un investissement. Donc de toute façon, c'est un meilleur deal tout ce que tu as acheté en 2010 par rapport à ce que tu achètes aujourd'hui en 2024. Parce que si tu achètes aujourd'hui et tu compares ce que tu as acheté avant par rapport à ce que tu achètes aujourd'hui, bah, tu payes aujourd'hui un prix de 2024 pour louer en 2024. Et les prix sont beaucoup plus chers qu'en 2010, tu vois. Donc en Suisse, c'est une réalité. Tout ce qui a été acheté dans le passé, tout ce que vous pouvez garder, hein, tout ce qui peut être maintenu au sein d'un patrimoine familial, il faut le maintenir dans le temps. Et pour toutes les personnes qui se disent, là l'immobilier il est déjà bien trop cher, tu penses que ça va toujours être comme ça ? Le scénario va toujours se répéter, ça va toujours augmenter. Tout ce que tu achètes maintenant sera toujours plus avantageux qu'en 2034 par exemple, ou 2039, peu importe. Bah, tu vois, j'ai fait un podcast avec un courtier qui est une agence immobilière familiale à Verbier depuis 1960. Et il a connu Verbier avec des prix de vente à 1000 francs le mètre carré de prix de vente construit. Ouais. Et aujourd'hui, c'est entre 35 et 40. Incroyable, ouais. Et du coup, ça fait que de croître en fait. Donc en fait, Verbier, depuis 1990 ou 2000, tout le monde dit que c'est une bulle, tout le monde dit que c'est fini. Tout le monde dit que ça va s'écrouler, c'est pas possible que ça continue de monter, c'est pas possible, et ça a jamais arrêté de monter, et ça va jamais arrêter de monter. Donc, et c'est partout pareil. Hein. Si tu veux, l'immobilier, c'est une question d'offre et de demande, et de nouveau, ça fait partie des fondamentaux, ça fait partie de tous les éléments structurels qui construisent la valeur d'un bien immobilier, mais c'est une question d'offre et de demande, et en Suisse, il y a énormément de demandes et très peu d'offres. Plus le temps passe, pire c'est. Et aujourd'hui, on a voté la révision de la LAT en 2013. C'est la loi sur l'aménagement du territoire. Elle a été introduite, révisée en 2015. Donc la révision a été introduite en 2015. Cette loi, elle veut dire, dans toutes les communes, tous les cantons de Suisse,
vous devez avoir suffisamment de terrain à bâtir pour l'évolution démographique des 15 prochaines années, à partir d'aujourd'hui. Ouais. À partir du moment où vous faites un plan d'aménagement, un plan d'affectation sur les 15 ans. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y a de trop, comme terrain à bâtir sur votre commune, utilisable pour de la construction, vous devez le dézoner. C'est-à-dire il ne peut pas être construit. Ouais. Okay, et ensuite, on reverra chaque 15 ans. On fera le point. Mais en gros, on réduit par la loi le nombre d'offres qu'on peut proposer sur le marché. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est incapable d'offrir suffisamment de biens immobiliers sur le marché par rapport à l'évolution démographique. Incapable. Ouais, donc c'est pour ça que le taux de logement vacant fait que diminuer. Et c'est pour ça que la pénurie de logement est de plus en plus grave. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, notamment dans le business que je côtoie, il y a beaucoup de personnes qui sont en France ou en Suisse, peu importe, et qui se disent ok, moi mon cash, je vais l'investir dans l'immobilier, mais à Dubaï. Toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes qui sont résidents ici, mais qui pourtant veulent investir ailleurs que dans leur pays de base? Donc la Suisse ou la France, peu importe. Bien que toi, tu conseilles au niveau suisse, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes? Moi, je peux pas dire que c'est mal d'investir ailleurs, parce que je connais pas comment c'est ailleurs. Je pense que la seule certitude que j'ai, c'est qu'on peut pas être un expert partout. Et moi, j'ai tellement de travail déjà juste pour le conseil, et tellement de travail de mise à jour aussi, de mes connaissances et des nouveautés, pour le conseil que je donne sur l'immobilier en Suisse romande, que je me dis... Et tu vois, les experts fiscaux, c'est un très bon exemple en Suisse. Un expert fiscal, vraiment, souvent, ils sont très spécialisés dans leur canton, et ils font que ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai contact avec un expert fiscal à Genève, ils sont 40, et ils font que ça. Que de la fiscalité genevoise à Genève. Ils sortent pas de 1 mètre du canton. Ouais. C'est pour te dire que dans une niche aussi faible, aussi petite que ça, les mecs, c'est des cerveaux. Ils sont capables de retenir beaucoup de choses, mais ils font que du conseil fiscal dans le canton de Genève. Et quelqu'un qui va te dire, tu peux investir en Suisse romande, allemande, en France, à Dubaï, et tu devras mettre des billes aussi en Indonésie, et puis pourquoi pas aux États-Unis, et puis pourquoi pas, en Amérique du Sud. Ouais. Celui qui te dit ça, il sait pas ce qu'il fait. Ouais. Il est forcément à côté de ses pompes. Donc tu as des opportunités partout, du canton du Jura, en passant par le canton du Valais, en allant à Genève. Tu as des opportunités en France certainement, tu as des opportunités à Dubaï certainement, des opportunités fiscalement intéressantes à Dubaï certainement. Mais tu peux aussi te péter la gueule partout. Ouais. Et donc plus tu vas partout et moins tu connais de choses, et c'est une évidence que tu peux pas être bon partout. Donc nous on a choisi d'être hyper spécialisé dans l'immobilier en Suisse romande, et on ne fait que ça. Okay. Donc voilà. Donc j'aurais tendance à dire, les personnes qui souhaitent diversifier géographiquement l'immobilier, quand vous êtes en Suisse, vous avez la possibilité déjà d'investir dans plusieurs cantons différents, si vraiment. Et pour ceux qui souhaitent investir en France, tournez-vous pas vers moi parce que moi je peux pas vous aider, quoi. Ouais, bien sûr. Je suis incapable de vous donner des conseils. Ouais, il y a déjà bien assez ici qu'il n'y a même pas besoin en fait forcément d'aller voir ailleurs. Il y a bien assez à faire. Franchement, il y a des milliardaires qui ont investi à Genève. Ouais. Et ils sont milliardaires par l'investissement à Genève. Ouais. Il y a des alors milliardaires en Valais, je sais pas, qui ont investi en Valais, je sais pas. Mais voilà, il y a un niveau de fortune dans l'immobilier en Suisse. Tu vois, en verticalité, en volume, mais vertical, parce que le prix de l'immobilier est tellement élevé que tu peux déjà faire des choses qui sont extraordinaires dans des périphéries qui sont microscopiques. Ouais, à Verbier, à 50 000 balles le mètre carré, c'est pas 50 000, mais à Verbier, à 40 000 balles le mètre carré, t'as pas besoin de beaucoup de mètres carrés pour être multimillionnaire. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ouais. C'est vrai, et puis au final, cette situation, elle est identique dans le business. On a toujours tendance à croire, à avoir le syndrome de l'objet brillant, tu vois, à croire qu'ailleurs, c'est mieux. Même moi, à l'époque, je pensais qu'investir dans l'immobilier à Dubaï, c'est forcément mieux qu'en Suisse. Mais au final, les gens, ils regardent pas assez les opportunités qui se présentent ici, et ils veulent toujours voir ailleurs. Donc, que ce soit pour le business ou les investissements dans l'immobilier. Donc, je te rejoins sur ça. Pour le coup, Hormozy, il a fait un super schéma de ça, très intéressant. Okay. C'est intéressant, je pense que tu as dû voir passer, mais c'est en anglais, donc il faudrait que je le refasse dans ma tête. Ouais. Mais il dit effectivement, quand tu es dans n'importe quelle industrie et tu vois quelque chose de nouveau, tu as de l'optimisme par ta méconnaissance, tu vois, instantanément, où tu te dis putain, ça a l'air vraiment incroyable, ça a l'air beaucoup plus simple, tu vois pas les problèmes, et tu te dis, tu vois que les opportunités, tu te dis ça a l'air beaucoup plus simple que ce que je fais là, et du coup tu pars là-dedans, et quand tu pars là-dedans, dans cette nouvelle industrie, c'est là que tu commences à voir que en fait il n'y avait pas les problèmes que toi tu attends dans ton business ou dans ton activité, et par contre il y a plein d'autres problèmes que
connaissais pas tout simplement, Ouais. dont tu n'avais pas connaissance. Et donc du coup ton optimisme il chute là et tu commences à avoir le pessimisme de la personne qui a compris qu'en fait tu as autant de problèmes mais ils sont juste différents. Et après tu arrives dans un trou de nouveau, dans un schéma où tu te dis putain qu'est-ce que je fais, tu vois. Et puis c'est soit tu abandonnes et tu recommences et tu refais le même schéma et tu refais la même vague indéfiniment, ou alors tu te dis ben cette fois je vais casser les connaissances que je dois casser, tu vois, pour passer de l'autre côté, et puis au bout d'un moment de pouvoir répondre aux questions auxquelles je suis incapable de répondre aujourd'hui, et puis réussir dans cette activité, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est souvent le piège, ça, même je remarque quand j'accompagne les personnes dans le business en général, ils ont toujours tendance à vouloir aller chercher ailleurs, et je suppose que pour les investissements, bah, c'est la même chose en fait, ouais, tu as toujours tendance à aller voir ailleurs, alors que comme tu dis, bah, y a certains problèmes qu'il n'y a pas dans ce que tu fais déjà, mais il y en aura forcément d'autres, quoi. Il n'y a pas d'herbe plus verte. Ça c'est clair. Voilà. Ok. Bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir, Edouard. Bah, merci beaucoup, merci à toi. Merci pour l'accueil. Plaisir partagé. Puis j'espère que le contenu sera intéressant pour ton audience. Avec Donc, énormément de valeur. Ah parfait. Merci Merci Nuno. beaucoup. Hein. Ciao. Ciao.